Bonjour. On va faire un flash un peu différent par rapport à ce qui se fait d'habitude, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une description d'un article externe, mais plutôt d'observations locales et leurs implications. Donc le test de référence pour le Covid-19, ça reste la PCR sur un frottis nasopharyngé. Néanmoins, les tests antigéniques sont arrivés et ils sont implémentés ici au secteur E depuis hier, comme d'ailleurs dans le canton de Vaud, comme vous l'avez peut-être pu voir au téléjournal hier soir. Ils se présentent sous différentes formes. On va surtout parler, essentiellement parler de la forme de type savonnette, un format qu'on connaît bien, par exemple pour les tests de grossesse ou pour le streptotest, mais il existe d'autres formes qui sont basées sur le même principe. Ici, par exemple, qui nécessite un lecteur automatique, ce qui a l'avantage de diminuer d'éventuelles erreurs d'interprétation, et carrément des systèmes de haut débit qui se font au laboratoire sur de grandes machines comme présenté ici. Les deux tests qui ont été validés chez nous au HUG sont des grands représentants du diagnostic biomédical, Abbott et Roche, avec une manière de faire le test et surtout de le lire qui est très similaire. Pour rappel, ces tests par immunochromatographie fonctionnent de la manière suivante. On dépose un échantillon qui contient ici un antigène viral, par exemple, et qui migre par capillarité le long de la bande, qui va rencontrer des anticorps qui reconnaissent cet antigène jusqu'à ce qu'il rencontre un autre anticorps qui va fixer ces antigènes de manière sandwich avec l'autre anticorps et émettre une corrélation qui peut être visualisée sous forme de bande. Il y a une bande test qui représente le patient et une bande contrôle qui témoigne de la validité du test. Ici, le mode d'emploi de l'un des deux tests que nous avons évalué, celui de chez Abbott, avec le matériel fourni, une solution tampon, la cassette, l'écouvillon et un tube qu'on voit ici qu'il s'agit de remplir jusqu'à la ligne avec le tampon. Ensuite, on fait un frottis nasopharyngé classique au patient. On introduit l'écouvillon dans le tube. Alors là, on touille, on tourne 5 fois. On essaye de dessorer le tube l'écouvillon à travers le tube pour extraire un maximum d'échantillons. Et ensuite, ce liquide est déposé 5 gouttes sur cette cassette qu'on laisse migrer. On voit ici la coloration qui témoigne de la migration de l'échantillon sur la bandelette avec une interprétation assez facile. Soit il n'y a que la bande contrôle, le test est négatif, soit les deux bandes sont présentes et le test est positif. Comment on a validé ces tests chez nous? On a utilisé le secteur E et la population qui s'y présente, c'est-à-dire des patients ambulatoires, symptomatiques, qui viennent se tester selon les critères de l'OFSP. Donc la majorité ont des symptômes, une petite minorité étaient des contacts de cas positifs asymptomatiques. Pendant ces 2 semaines d'évaluation, on note une augmentation du taux de positivité de 15 à 31%. On a utilisé le test RT-PCR de référence qui a été fait sur un frottis et l'autre frottis effectué par la même infirmière ou le même infirmier pour le test rapide. Les tests ont été effectués sur place au secteur E par un biologiste et une technicienne de laboratoire et les résultats ont été lus de manière indépendante par 2 personnes. Les résultats des tests rapides ont ensuite été comparés aux résultats obtenus par RT-PCR, incluant la valeur CT qui témoigne de la charge virale présente dans l'échantillon. Et c'est ici que j'aimerais tout de suite remercier l'ensemble de l'équipe, parce que c'est vraiment un effort collectif. Laurent Kaiser et Isabella Eckerlé pour leur guidance, Alice Berger et Marie-Thérèse qui ont beaucoup travaillé et qui ont effectué le recrutement des patients, la récolte et l'analyse des données. 2 nouveaux arrivés, des étudiants de 6e année, Diogo et Javan, également une grande aide pour le recrutement et la récolte des données, surtout à partir du début de ce mois de novembre. Les gens du laboratoire pour la réalisation des tests et également la récolte des données. Toute l'équipe infirmière du secteur E qui a été d'accord d'effectuer 2 frottis au lieu d'un, et évidemment les volontaires qui ont été d'accord de subir ces doubles frottis pour le prix d'un.
Ça, c'est pour l'étude. Ensuite, pour l'implémentation qui a eu lieu hier, j'aimerais aussi représenter Frédéric Jacqueriot et Étienne Satin au niveau infirmier, qui sont vraiment un peu les chefs d'orchestre du secteur E, également aussi les informaticiens qui ont permis la diffusion des résultats dans le dossier médical pour aboutir finalement aux patients par SMS et aux autorités sanitaires. Un résumé des résultats, on voit ici le nombre de personnes incluses pour les 2 tests, le nombre de PCR positifs, dont le nombre de positifs par test diagnostic, les faux négatifs, les faux positifs, avec la sensibilité et la spécificité qui en découlent. Donc sensibilité 85,5% pour la botte, 89% pour le Roche, une spécificité quasi de 100%. Un peu plus en détail, on voit ici les valeurs CT obtenues par la RT-PCR, les résultats des tests rapides positifs en noir, négatifs en rouge, en fonction de la durée des symptômes déclarés par les patients pour les 2 tests. On voit clairement une corrélation de positivité avec des charges virales élevées qui sont représentées ici par des valeurs CT basses, mais il est à observer que pour les 2 tests, on rate quelques patients qui présentent néanmoins des charges virales basses pour des raisons qu'on ne comprend pas totalement, ça reste cependant une minorité. Ici, c'est une autre manière de représenter les données. On voit ici la positivité par RT-PCR en gris foncé et par test rapide en gris clair, par tranche de valeur CT, donc par tranche de charge virale, si vous voulez, avec de nouveau cette corrélation entre une charge virale élevée et la sensibilité, de manière non surprenante, plus élevée pour les tests rapides. En conclusion, les critères fixés par l'OMS pour la performance de ces tests sont largement atteints, avec une sensibilité au moins de 80%, une spécificité au moins de 97%. Ce qu'on peut en tirer grâce à cette spécificité qui est même proche de 100%, c'est qu'un résultat positif obtenu avec ces tests rapides est valide, ne nécessite pas de confirmation. En revanche, en cas de résultat négatif, ça dépend un peu de l'utilisation qu'on fait de ces tests et on va arriver justement à l'implémentation de ces tests dans la communauté. Alors à Genève, la DGS va appliquer les critères de l'OFSP et va privilégier ce test en lieu et place de la RT-PCR pour les patients suivants, donc des patients ambulatoires qui présentent des symptômes depuis moins de 4 jours. Le rationnel derrière ça, c'est que on craint la baisse de la charge virale selon la durée des symptômes et donc l'augmentation de faux négatifs en utilisant les tests rapides. Il faut que ces personnes ne fassent pas partie des personnes vulnérables, donc pas de facteurs de vulnérabilité, et qui ne soient pas des soignants. Pour les soignants, on aimerait un résultat le plus fiable possible. Et ça n'est pas clairement explicité dans les critères de l'OFSP, mais on aimerait aussi que les personnes testées ne partagent pas le lieu de vie avec une personne hautement immunosupprimée pour se fier uniquement aux tests rapides. Au HUG, on a défini 4 types d'utilisation différentes, un peu la même population que mentionné précédemment, la population ambulatoire qui vient se faire tester au secteur E et qui n'a pas de facteur de vulnérabilité. On peut l'utiliser aussi aux urgences pour le triage des patients hospitalisés qui présentent des symptômes respiratoires évoquant un Covid-19. Néanmoins, important de confirmer un résultat négatif en raison de cette sensibilité imparfaite par une RT-PCR. Même chose pour le personnel médico-soignant, un test positif, OK, test négatif, on recommande une confirmation par RT-PCR. Et enfin, de plus en plus de compagnies aériennes et de pays de destination acceptent maintenant les tests antigéniques rapides comme test pour prendre l'avion. Les derniers résultats qu'on a obtenus datent de hier. Il s'agit de l'utilisation du frottis oropharyngé avec l'un des 2 tests mentionnés précédemment, celui de chez Abbott, avec 122 résultats positifs par PCR, dont 104 positifs avec le test antigénique. Ça fait 18 faux négatifs et une sensibilité de 85%, donc très superposable à ce qu'on obtient avec le frottis nasopharyngé. Toujours une spécificité de 100%. Ces résultats nécessitent peut-être encore consolidation, mais en tout cas, on voit que le frottis oropharyngé peut être un prélèvement alternatif intéressant
en cas de difficulté avec le frottis nasopharyngé. Qu'est-ce qui est prévu à l'heure actuelle et dans les jours, semaines qui suivent? On est en train de travailler avec la DGS pour implémenter ces tests dans la communauté, notamment dans les pharmacies. Et donc, on est en train, grâce au Centre interprofessionnel de simulation, de former des pharmaciens, également des personnes de la protection civile qui vont pouvoir aider les sites de prélèvement existants dans les sites hors HUG pour effectuer ces tests rapides. Il est également prévu de valider d'autres tests que ces deux dont on a parlé jusqu'à présent, et également des prélèvements alternatifs, comme on l'a vu avec le frottis oropharyngé. Je vais m'arrêter là avec quelques liens utiles. Ici, pour le rapport de validation précis de ce que nous avons fait avec ces deux tests pour les frottis nasopharyngés, et sur lesquels l'OFSP s'est basé pour mentionner des critères d'utilisation dans la communauté. Les guidelines HUG, qui comprennent aussi des liens vidéo qui vont être mis dans les jours qui suivent, qui permettent de voir exactement comment faire ce test de manière pratique, le frottis, le test avec la bonne tenue de protection, la place de ces tests selon l'OFSP et enfin notre position par rapport à ces tests. Merci pour votre attention.